Bonsoir. Plus que 48 heures avant le coup d'envoi du second mandat du président Alpha Condé, en prélude à l'investiture, la capitale Conakry fait sa toilette. Environnement, 3 sites identifiés sur la route Kankan-Sigiri. Ils sont aménagés pour contrer l'érosion qui pèse sur la zone. Une découverte qui coïncide avec la fin de la COP21. Produits alimentaires dangereux. Un réseau de contrebande vient d'être appréhendé par l'unité antidrogue. Un coup de filet pour dire que les opérations de terrain reprennent. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ces deux décrets. Le premier portant création du comité de suivi du projet hydroélectrique de Swapiti. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est créé un comité de suivi du projet hydroélectrique de Swapiti. Article 2. Le comité de suivi est chargé de s'assurer de la mise en œuvre diligente des dispositions du protocole d'accord en date du 29 septembre 2015 portant sur le financement et la réalisation du projet hydroélectrique de Swapiti signé entre le gouvernement de la République de Guinée et les Trois Gorges représentés par CWI. Article 3. Le comité de suivi qui sera assisté par un comité technique pourra faire recours à toute compétence externe qu'il jugera utile dans l'accomplissement de sa mission. Article 4. Le comité est composé d'un président, d'un rapporteur et d'un membre. Article 5. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée, Conakry, 11 décembre 2015, professeur Alpha Condé. Le second décret porte nomination des membres du comité de suivi du projet hydroélectrique de Swapiti. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Sont nommés membres du comité de suivi du projet hydroélectrique de Swapiti les cadres ci-après. Président, Elhadj Nassirou Diallo, conseiller chargé de l'énergie et de l'hydraulique à la présidence de la République. Rapporteur, Elhadj Sekou Sanfina Diakité, secrétaire général du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Membre, Madame Maria Toubari, conseillère en charge de la coopération internationale, présidence de la République. Monsieur Abdoulaye Magassouba, conseiller en charge du bureau de suivi et d'appui, présidence de la République. Monsieur Boubacar Keïta, membre du pôle économique chargé du comité sino-guinéen, présidence de la République. Monsieur Mohamed Mfa Fofana, directeur énergie, hydraulique et environnement. Monsieur Mamadi Kaba, conseiller principal au ministère de l'économie et des finances, Monsieur Abraham Bourré, conseiller principal, ministère délégué au budget, Elhadj Lansana Fofana, directeur général du PAHK, Elhadj Souriba Surkouf Bangoura, conseiller énergie, ministère de l'énergie et de l'hydraulique, Monsieur Mamadi Takoro, en service à EDG, Monsieur Alkali Daouda Yansani, directeur du bureau central des études de projet ACG PMP, Monsieur Mori Kaba, ancien directeur général de EDG. Article 4, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée, Conakry, 11 décembre 2015, professeur Alpha Condé. Cette rencontre pour améliorer les activités du secteur de la pêche, un atelier planche sur la question depuis 3 jours et aujourd'hui une stratégie était en discussion pour validation. Un invité surprise, le président Alpha Condé a pris part à ces travaux. Le point avec Ibrahim Keita. Faire du secteur de la pêche le moteur de la croissance économique en Guinée. Telle est la vision du gouvernement pour les prochaines années. C'est dans cette perspective que s'est tenu ici à Conakry cet atelier de validation de la stratégie de réforme du secteur de la pêche et de l'aquaculture en partenariat avec le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. 3 jours de réflexion qui ont permis aux experts nationaux et internationaux de réfléchir sur la gouvernance dans le secteur de la pêche en Guinée. Dès lors, il s'agissait pour les participants d'approfondir la réflexion pour une orientation stratégique afin de permettre au secteur de la pêche de jouer pleinement son rôle dans le programme de développement et du bien-être. Et pour y arriver, les participants ont évoqué toutes les questions allant dans le sens d'une solution durable qui cadre avec la vision stratégique du président de la République, professeur Alpha Condé. Vision objective, car elle doit permettre d'optimiser
pour le bien-être des populations de la République de Guinée les bénéfices socio-économiques tirés des activités de promotion des activités de pêche et d'aquaculture en assignant au secteur des objectifs de développement variés en termes de recettes budgétaires, d'emploi, de sécurité alimentaire et de réduction de pauvreté. Vision réaliste dans son cadre de planification qui ne doit prévoir que des actions susceptibles d'être entreprises avec des moyens financiers, humains et matériels mobilisables. Malgré les avancées enregistrées dans le secteur de la pêche depuis les États généraux tenus en septembre 2013, les défis restent et demeurent pour l'effectivité de la relance du secteur. Les réformes institutionnelles et réglementaires sont entre autres problèmes auxquels le secteur de la pêche est confronté en Guinée. C'est pourquoi, dans le plan d'investissement public, le chef de l'État entend faire de la pêche l'une de ses priorités pour les 5 prochaines années. Il s'agit de permettre au secteur de la pêche et de l'aquaculture de contribuer à la création d'emplois, à la sécurité alimentaire et surtout au renflouement de la caisse de l'État. La priorisation de la pêche artisanale que vous avez exprimée lors de l'ouverture de cet atelier constitue un choix judicieux et doit être encadrée par un certain nombre de dispositions pour qu'elle profite réellement à l'économie nationale. Dans le même temps, la promotion d'un secteur industriel national est une priorité qui devra être soutenue par de nouvelles dispositions juridiques et fiscales incitatives. Cette filière industrielle devra profiter à la fois au marché domestique et international. Toutefois, l'analyse des options de priorisation bute sur l'absence d'informations pertinentes sur le secteur pour guider toute politique de pêche. Cette carence, qui a été relevée lors des États généraux de la pêche et de l'aquaculture, est à la base d'une forte recommandation de l'atelier sur l'impératif de renforcement des institutions en charge des systèmes d'information, à savoir le Centre national des sciences halieutiques de Boussora et l'Observatoire national des pêches. L'évaluation des recommandations des États généraux a permis de constater que plusieurs d'entre elles ont été mises en œuvre. Cependant, force est de constater que le processus de réforme du ministère en charge du secteur n'a toujours pas abouti. Le président de la République, professeur Alpha Condé, après avoir félicité les participants pour la qualité des travaux, a exprimé son engagement pour faire du secteur de la pêche le moteur du développement et du bien-être en Guinée. C'est pourquoi le chef de l'État a mis l'accent sur le développement de la pêche industrielle, de la pêche artisanale, avec l'implication des partenaires bi- et multilatéraux. Nous voulons aussi développer une pêche industrielle nationale. C'est pourquoi j'ai convoqué les différents patrons de la pêche guinéenne pour dire je ne souhaite plus que d'ici 2 ans, on fasse de la consignation. Chacun d'eux doit être... J'ai demandé à Freeland Bank d'accompagner puisse avoir les pêches finalement. La prochaine, c'est 2 millions. Et arrivé pour les banques. Le rôle dans le développement du pays. Heureusement que le président de la République, professeur Alpha Condé, y tient, mais la participation de tous les acteurs est indispensable. Lutte contre le sida, le Premier ministre guinéen monte au créneau, il appelle les populations, les jeunes surtout, à observer les règles de prévention. C'était lors d'une cérémonie. Aujourd'hui, le sida a le visage d'une jeune fille, c'est pourquoi le chef du gouvernement insiste pour baisser le taux d'infection. Adi Kamara. On le sait, le mois de décembre de chaque année, les activités sont menées à travers le monde dans le cadre de la lutte contre le sida. En Guinée, le CNLS, pour respecter cette tradition, a initié cette rencontre en collaboration avec les partenaires techniques et financiers en vue d'intensifier les efforts de riposte au VIH-Sida en Guinée. La célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida nous donne l'opportunité de dresser le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée et de celles en cours. Nous avons enregistré des résultats notables durant l'année écoulée, malgré le contexte difficile engendré
par l'apparition de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Nous, personnes vivant avec le VIH, en regardant dans le rétroviseur du passé, nous disons que le chemin parcouru et le progrès réalisé. Aujourd'hui, nous nous félicitons des résultats obtenus dans notre pays. Permettez-moi d'en citer quelques-uns. La gratuité des antirétroviraux est effective. Le gouvernement guinéen et l'ensemble de ses partenaires continuent de faire des efforts pour assurer un meilleur suivi biologique. Aujourd'hui, nous enregistrons l'installation des appareils CD4 et à charge village. Les risques d'infection au VIH-Sida et leur impact se nourrissent des violations des droits de l'homme, notamment la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le sida. Ici, les partenaires mettent les bouchées doubles pour inverser la tendance. Depuis le début de l'épidémie, les gouvernements, les Nations Unies, les partenaires techniques et financiers et tous les secteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida ont fait des efforts pour intensifier leurs engagements et travailler en partenariat et améliorer l'impact de leurs interventions. Les avancées de la riposte au VIH au cours des 15 dernières années ont été extraordinaires. La lutte contre le VIH-Sida en Guinée est une préoccupation pour le gouvernement qui met tout en œuvre pour lever certaines contraintes relatives au financement des activités de lutte contre ce fléau. Vous conviendrez avec moi l'importance capitale de relever une fois encore la lutte contre le sida, particulièrement pour son excellence. Le procès se traduit depuis son avènement par l'accroissement substantiel de l'enveloppe budgétaire destinée à l'achat des antirétroviraux, des réactifs et autres consommables pour le traitement des malades de sida chaque année. Je voudrais donc réaffirmer l'engagement ferme et la disponibilité constante de mon gouvernement, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, à ne ménager aucun effort pour poursuivre ses efforts dans la mobilisation des ressources internes, tant publiques que privées. J'exhorte par ailleurs les partenaires techniques et financiers à relever substantiellement leur contribution dans le financement de la prévention, de la prise en charge globale, ainsi que la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées. La Guinée et ses partenaires techniques et financiers ont mis en place une dynamique devant permettre à chacun de connaître un avenir durable, équitable et une bonne santé. Et cette note par laquelle le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, informe les candidats ayant passé le concours de recrutement des auditeurs de justice session 2015 que les résultats écrits pour la phase d'admissibilité sont disponibles et affichés au lieu suivant: le centre de formation et de documentation judiciaire, la cour d'appel de Conakry, le tribunal de première instance de Kaloum, le tribunal de première instance de Dixine, le tribunal de première instance de Mafanko. Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves écrites sont déclarés admissibles et autorisés à subir les épreuves d'admission qui débuteront à partir du lundi 11 janvier 2016 au centre de formation et de documentation judiciaire. Tout Conakry, toute la Guinée vibre au rythme des préparatifs de la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé. C'est ce lundi et la capitale guinéenne poursuit sa toilette. Ce matin, le ministre de la décentralisation et le gouverneur de Conakry étaient sur le terrain pour évaluer le niveau de réalisation des travaux d'assainissement. Moussa Bangora. De 72 heures, le président de la République va prêter serment. En prélude à cette cérémonie d'investiture, le ministre de l'administration du territoire et le président du conseil de ville se sont rendus sur le terrain pour superviser les opérations d'assainissement et d'embellissement de la capitale. Du palais du peuple au rond-point Bambeto, les équipes de nettoyage sont à pied d'œuvre pour dégager les ordures le long des routes et dans les espaces publics. Notre pays, la Guinée, ne doit pas être propre d'occasion en occasion, de cérémonie en cérémonie. Il vaut mieux donc déjà que l'on soit clair et que l'on s'attaque à la racine du mal.
Les collectivités décentralisées ont la mission d'assurer la propreté de leur territoire, de leur quartier, de leur district, de leur secteur. Mais comme je le disais pour commencer, ce travail, il va être fait. Cette cérémonie, on a assaini, on travaille. Le constat est fait. Il est presque reluisant, mais il reste beaucoup à faire. Je réitère encore, demain, samedi, est consacré à l'assainissement général de la ville de Conakry. Les marchés, les gares routières, les commerces, les cafés seront fermés de 7h à 13h. Je commets les maires ou les chefs de délégations spéciales, les quartiers, les administrateurs des marchés, la DSP, d'œuvrer dans ce sens. La ville retrouve petit à petit son image d'antan. Les drapeaux des différents pays invités floquent déjà au rond-point Tombo et à l'aéroport international Bessia Conakry. La campagne va toucher demain samedi les dépotoirs et les marchés publics. Pour la réussite donc de cette importante opération, le gouverneur qu'on a vu tout à l'heure en image nous informe que les marchés resteront fermés jusqu'à 13h et que les citoyens organisés dans les familles, les carrés, les secteurs et quartiers s'investiront dans leur environnement immédiat sous la coordination des délégations spéciales. Au port, les mouvements de camions en provenance ou à destination du port sont suspendus du samedi 12 décembre 2015 à partir de 15h30 jusqu'au mardi 15 décembre 2015 jusqu'à 18h. Du côté de la présidence, le ministre d'État, ministre directeur du cabinet de la présidence, président de la Commission nationale d'organisation de l'investiture du président élu, informe les présidents et membres des institutions républicaines que les cartes d'invitation à la cérémonie officielle de prestation de serment de son Excellence le professeur Alpha Condé le lundi 14 décembre 2015 au palais Mohamed V sont personnelles et ne sauraient être attribuées à tierces personnes. Cette disposition s'inscrit dans un cadre protocolaire et de sécurisation de l'événement. Par ailleurs, la liste de confirmation des participants de ces institutions doit parvenir à la direction du protocole d'État au plus tard le dimanche 13 décembre à 15h. À cet effet, les secrétaires généraux de ces institutions sont chargés de l'application rigoureuse de la présente mesure. Les institutions républicaines et structures étatiques concernées sont les suivantes. L'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le gouvernement et le cabinet présidentiel, la Cour suprême, la haute autorité de la communication, le Conseil économique et social, le médiateur de la République, la grande chancellerie des ordres nationaux de Guinée, la Commission électorale nationale indépendante, l'Institution nationale indépendante des droits humains, Dr Mohamed Diané, président de la Commission nationale d'organisation de l'investiture. Par rapport justement à cette investiture, l'armée guinéenne poursuit sa campagne d'assainissement. Une vaste opération coup de balai a eu lieu au bataillon du génie militaire et ce n'est pas le seul endroit. La Grande Miette sur le terrain pour assainir à plusieurs autres endroits. Commandant Mohamed Kassi. Une offensive déclenchée par l'armée guinéenne contre les tas d'ordures déposés dans les coins et recoins de la capitale. Cette opération d'assainissement qui a débuté dans la nuit du jeudi s'est poursuivie ce matin sur les artères de la route Le Prince. Avec le déploiement des unités de l'armée sous la supervision du chef d'état-major général des armées, appuyé par le génie militaire dans la collecte et le transfert des immondices à la décharge de la minière. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle de ce problème d'ordure, de saleté à travers la ville de Conakry. Donc cette cellule action civilo-militaire, c'est une cellule que le chef d'état-major a actionnée pour qu'on puisse intervenir. Ça fait partie de notre mission. Cette action civilo-militaire reconforte les citoyens de Conakry qui aspirent vivre dans un environnement sain, ne se passe pas sans d'énormes difficultés liées à l'accès à la décharge. Ce que vous avez fait comme ça nous fait plaisir. Parce que notre quartier là, vraiment là où nous sommes comme ça, ici c'est pas bon. Ici c'est pas bon avec les ordures. Les ordures pareilles qui sont ici comme ça, si vous n'avez pas venu pour nous aider, vraiment c'est pas bon pour nous.
Ces opérations d'assainissement enclenchées par les forces de défense et de sécurité est le fruit d'un rapprochement de l'armée à son peuple. Par ailleurs, le directeur général de la police nationale informe que la circulation dans les zones de Dixine, Matam et Kaloum est exclusivement réservée aux officiels et aux invités devant prendre part à la dite cérémonie. Du côté du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, on invite les propriétaires des kiosques de jeux et des baraques le long des artères de procéder immédiatement à leur dégagement avant 9 h. Faute de quoi, le département en compagnie des forces de sécurité lancera le déguerpissement à partir de 10 h. Signé le ministre Lonseni Camara. Économie avec les premiers résultats plutôt encourageants d'un projet financé 20 millions de dollars par la Banque mondiale. Il s'agit du programme gouvernemental pour booster les compétences des jeunes, notamment les sortants d'université. L'objectif à terme est de résoudre l'épineuse question de chômage. Boubacar Ba, Mamadou Alpha Baldé. 40% des jeunes sortis des universités et écoles professionnelles sont à la recherche de l'emploi dans le pays. Pour répondre à cet appel croissant, le gouvernement, à travers le département de la jeunesse, a initié un projet de taille dénommé « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes ». Une initiative qui devrait permettre de résorber le chômage très élevé des jeunes et améliorer la qualité de la formation en fonction des besoins du marché de l'emploi. La composante 1, qui est le fonds compétitif pour les compétences et l'emploi des jeunes, donc qui est doté de 13 millions de dollars. Ensuite, on a tous les jeunes qui sont formés aujourd'hui au niveau de ces universités, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi, donc qui ont besoin de trouver un emploi. Donc on a la composante 2 qui résout ce problème. Et la troisième composante, c'est l'appui institutionnel, c'est d'aider le gouvernement au niveau des 3 ministères qui sont en charge de ce projet à être moderne pour accompagner l'employabilité des jeunes. De l'analyse de la situation, il ressort que le taux de décaissement est très faible, 7% environ, en raison de la non-maîtrise par les structures administratives des mécanismes de décaissement et le retard au niveau de la Banque mondiale des délais de passation des marchés. Un projet qui, à terme, devrait permettre la formation de 18 000 étudiants et cadres techniques pour un total de 20 000 jeunes prévus dans cet ambitieux programme du gouvernement. Je souhaite qu'au sortir de cette réunion, nous ayons une compréhension commune de cet important projet, l'un des plus ambitieux du premier quinquennat du professeur Alpha Condé dans le domaine des réformes entreprises. Pour bénéficier grandement des avantages de ce projet, nous devons nous approprier de son mécanisme en mobilisant notamment des moyens financiers susceptibles d'amplifier l'effort de la Banque mondiale. Ce projet, qui reste un moyen efficace de promotion de l'emploi, devrait permettre à terme de diversifier les partenaires financiers pour une meilleure pérennisation des acquis. Voilà un secteur qui fait des efforts de transparence. Les responsables des marchés publics sortent d'une concertation. Au menu de la rencontre, étudier les contours liés à la passation des marchés et même à l'exécution de la commande. Toutes les structures autour de ce domaine-là étaient conviées à ces débats. Alassane Djogobari. De toutes les mesures engagées par l'État guinéen dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, notamment concernant le système de passation des marchés, il reste encore beaucoup à faire dans cet environnement. On attribue des marchés parfois en violation du code, collusion entre acteurs de la commande publique, règlement des prestations non justifiées, manque de professionnalisme des intervenants, suivi d'une baisse du taux de décaissement des fonds extérieurs, mais aussi des marchés attribués à des entreprises non éligibles n'ayant ni qualification technique ni moyens adéquats. On essaye de voir comment on peut installer en douceur justement ces PRMP à l'intérieur de ces structures pour qu'ils puissent avoir une très bonne collaboration avec les DAF qui sont là et aussi les contrôleurs financiers également qui sont là, afin que tout le système puisse enfin travailler de manière correcte et normale. Cela fait un peu plus d'1 an que la réforme du Code des marchés publics est rentrée en application et aujourd'hui l'ARMP a décidé d'inviter ses partenaires, la CGPMP et les marchés publics, ainsi que les personnes responsables de la passation des marchés issues des différentes entités sectorielles
matériels et techniques en vue d'échanger les points de vue sur les façons d'améliorer en fait leurs conditions de travail au sein des ministères et de faciliter leur opérationnalisation. Au terme des travaux, les différents acteurs des marchés publics ont réussi justement à poser un diagnostic sur les problèmes rencontrés dans le processus. À ce jour, compte tenu du poids des marchés publics dans nos économies fragilisées par les contraintes de toutes sortes, l'insuffisance de liquidité budgétaire au niveau de l'État pour assurer le paiement des prestations et travaux constitue un autre handicap majeur. Pour comprendre l'enjeu des marchés publics, il faut rappeler qu'ils représentaient en 2013 9 000 milliards de francs guinéens et 12 000 milliards en 2014. La qualité de leur passation est l'un des indicateurs du climat des affaires dans un pays. La CEDEAO a 40 ans, une célébration en différé à Conakry. L'institution s'arrête un instant pour capitaliser ce qu'elle a réalisé et acquis pendant ces 4 décennies. Le bureau de la plateforme sous-régionale basée à Conakry a évoqué certains sujets toujours en discussion. Je parle par exemple de la libre circulation des personnes et des biens. C'est un projet en réalisation progressive et un vrai défi pour les États membres. Maïmouna Bella Diallo. À l'horizon 2020, la CEDEAO ambitionne d'imprimer une nouvelle dynamique à son fonctionnement. L'organisation sous-régionale veut passer de la CEDEAO des États à celle des peuples unis. Dans cette perspective, elle procède à son bilan. Permettez-moi de rappeler brièvement les avancées majeures enregistrées par la CEDEAO dans les domaines ci-après. Libre circulation des personnes et des biens, droit de résidence et d'établissement, mise en circulation du passeport CEDEAO et adoption de la carte d'identité nationale biométrique, développement des infrastructures physiques et accroissement des capacités de résilience de la région à travers notamment la mise en œuvre effective de programmes de sécurité alimentaire et d'adaptation au changement climatique. Il nous reste beaucoup de défis à relever pour passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Alors, en cette année de jubilé, nous devons tous ensemble redoubler d'efforts pour réparer les échecs et rattraper les retards que nous avons accusés dans l'application de nos protocoles et directives communautaires. Dans la quête de devenir une région unie autour des valeurs communes et d'ambitions partagées, la CEDEAO projette le lancement d'une télévision pour l'institution et la création d'une monnaie unique. Tout le monde est d'accord qu'il faut aller vers une monnaie unique maintenant, donc ce n'est plus une question de créer deux pôles. Finalement, maintenant, on est vers la monnaie unique ouest-africaine, donc, et le statut juridique a été créé et ça a été examiné au dernier comité de l'administration des finances qu'on appelle l'Institut monétaire ouest-africain. Parmi les mémos, les mémorandums donc, qui étaient soumis à examen, il y avait un projet, c'est le département de la communication, donc de la CEDEAO, le commissaire en charge de ce dossier qui l'a soumis. C'est une chaîne de télévision à vocation essentiellement CEDEAO. L'organisation dispose d'un fonds CEDEAO Espagne pour la migration. Il est destiné à financer tous les projets de lutte contre la migration illégale. Ce fonds est administré en Guinée par la Direction générale de l'intégration africaine. Environnement, 3 sites identifiés sur la route Cancan-Siguiri. Ils sont aménagés pour contrer l'érosion qui pèse sur la zone. Une découverte qui coïncide avec la fin des travaux de la COP 21. Maroufba, Fodeniagasola. Sur la nationale 1 Cancan-Siguiri, une plantation de manguiers qui attire le regard des passants. Ce champ situé en pleine brousse est la propriété de Moussa Sidibé. Ces manguiers constituent aujourd'hui la principale source de revenus de ce jeune paysan. Aujourd'hui, ma plantation a bien réussi. Après la commercialisation, je parviens à subvenir à mes besoins. Outre son apport économique, cette plantation constitue un frein à l'érosion. Pour les défenseurs de la nature, cette nouvelle méthode est un moyen pour la sauvegarde de la savane guinéenne face aux effets de la déforestation. Plantation de manguiers, plantation de karité, etc. Toutes les plantations jouent un rôle dans la conservation de la nature. Et l'érosion, nous savons tous, dans un contexte écologique, que l'érosion détruit le sol. L'érosion dégrade le sol. Les plantations atténuent cette dégradation provoquée par l'érosion
parce qu'elle lutte et elle combat contre l'érosion. Sur la même nationale, la forêt protégée de Djankana. Dans cette vaste forêt, la coupure de bois est interdite depuis de belles lurettes par les populations du village. Cette pratique ancestrale a permis de maintenir l'équilibre écologique dans cet endroit sacré. L'importance de cette pratique dans la protection de l'environnement. Elle contribue au maintien de l'équilibre écologique parce que elle favorise l'hydrographie, la pluviométrie. Cette forêt peut permettre, année après année, avec sa superficie, provoquer, amener l'humidité et peut aussi amener la population à cultiver dans les périphériques de cette forêt. De l'autre côté, dans le village de Bakokoro, une autre ancienne pratique de conservation de la nature est utilisée par ces villageois. Le cordon pierreux, conçu avec l'ingéniosité de la population locale, permet de stopper l'érosion et la divagation des animaux. Juste un mot de la 21e conférence mondiale sur le climat. La rencontre n'est pas un échec, mais les participants n'ont toujours pas accordé leur violon sur le draft des 7 points clés d'accord. Notre solution pourrait être de faire un consensus sur le deal, les 91 milliards d'euros par an de financement nord-sud, pour éviter de dépasser le seuil de 2%. Nous en parlerons plus tard. Des camions-citernes, donc, du gouvernement japonais à la SEG, la Société des eaux de Guinée. En termes chiffrés, cela représente plus de 12 milliards de francs guinéens. La remise de ce don a eu lieu ce matin. Le point avec Yassila. La haute banlieue de Conakry reste encore confrontée au manque d'eau potable. Ce état de fait est dû à la démographie galopante que connaît la capitale guinéenne depuis des décennies. C'est pour améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations de la haute banlieue que le gouvernement japonais, à travers la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, offre ses 20 camions-citernes à la SEG. Ce matériel roulant a coûté 12 milliards 640 millions de francs guinéens. Notre volonté étant de mener toujours des actions concrètes pour améliorer positivement et profondément la vie quotidienne des populations défavorisées. C'est pourquoi nous restons encore présents dans le secteur à travers pour accompagner le gouvernement guinéen à faire face à ces difficultés. Ces camions-citernes constituent une des composantes du projet de fourniture et l'installation de matériel et équipements hydrauliques. La construction de 35 bornes fontaines, dont 15 avec chacune un forage équipé, fait partie du projet. Si les habitants boivent de l'eau à partir de ce camion-citerne, et chaque fois que nos amis guinéens se lavent la main, chaque fois qu'ils boivent de l'eau, s'ils pensent à l'amitié japonaise, je suis très très content. C'est pour la raison laquelle que le gouvernement du Japon continue à exécuter la coopération en faveur de la République de Guinée. Le gouvernement guinéen se réjouit de l'excellence des relations de coopération entre la Guinée et le Japon. Nous ne sommes nullement surpris de ce acte d'un grand ami de la Guinée, je vais dire le Japon. C'est les 30 camions-citernes que ce partenaire a mis à la disposition de la Guinée pour que nous puissions permettre à la population de Conakry d'avoir accès à l'eau potable. Je crois qu'il y a de cela 1 an ou 2 ans aux environs, que ces camions continuent à servir tous les quartiers déshérités, très éloignés, qui n'ont pas encore accès à l'eau potable, qu'aujourd'hui nous n'en parlons plus à Conakry, que tous ces quartiers désormais peuvent être servis. Le gouvernement japonais a toujours accompagné la Guinée dans ses efforts de développement socio-économique ainsi que dans l'amélioration des conditions de vie des Guinéens.
Comment réduire la mortalité maternelle et néonatale? La question était au cœur d'une rencontre qui vient de se tenir à Conakry. Il est question d'améliorer les soins de santé pour protéger les femmes enceintes et leurs bébés. Des pistes intéressantes ont été trouvées. Adia Toubari. La Guinée fait partie des 11 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont bénéficié des fonds français Mistococa. Un fonds obtenu grâce aux 4 agences du système des Nations Unies. Cette enveloppe est utilisée dans le secteur de la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Pour une bonne utilisation du montant, les acteurs engagés dans la réduction de la mortalité maternelle planifient chaque année la fiche Mistococa. Nous allons faire la revue des activités qui ont été planifiées pour 2015 et réalisées et ensuite identifier les problèmes pour apporter des solutions idoines. Depuis 2012, la Guinée obtient les fonds français Mistococa. Cet appui contribue à la formation du personnel soignant, la disponibilité des intrants et l'équipement des structures sanitaires du pays. La pratique des prestations sanitaires qui souffre pour nous d'un déficit important de personnel qualifié. 51,8% du personnel liés à cette pratique sont des FATIS, agents techniques de santé. Il y a également des pratiques néfastes, comme l'excision qui passe toujours. Ces pratiques sont autour de 96%. C'est ensemble que nous atteindrons les objectifs fixés. Ce partenariat Mistococa Interagence est un exemple de bonne coordination, de synergie et de complémentarité. Ce travail conjoint est plus que jamais nécessaire. À travers cette nouvelle planification de la fiche Mistococa 2016, la Guinée et ses partenaires entendent gagner le pari de zéro mortalité maternelle et néonatale dans le pays. Je rappelle cette note par laquelle le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui informe les candidats ayant passé le concours de recrutement des auditeurs de justice session 2015 que les résultats écrits pour la phase d'admissibilité sont disponibles et affichés au lieu suivant: le centre de formation et de documentation judiciaire, la cour d'appel de Conakry, le tribunal de première instance de Kaloum, le tribunal de première instance de Dixine, le tribunal de première instance de Marfanko. Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves écrites sont déclarés admissibles et autorisés à subir les épreuves d'admission qui débuteront à partir du lundi 11 janvier 2016 au centre de formation et de documentation judiciaire, signé le ministre d'État Cheikh Sako. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme a été saisie par des ONG et des victimes de violences. Elles ont alerté l'opinion sur leurs problèmes, des problèmes tels que les cas de viol qui sont déjà recensés par le ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Makale Souma. Ces derniers mois, il a été beaucoup question de viol de jeunes filles et même d'enfants, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Des violences qui ont soulevé d'énormes interrogations. J'ai ici à l'esprit, avec douleur et tristesse, le cas de cette jeune fille de 6 ans à Labé qui a été violée par un homme de 40 ans. Le cas toujours à Labé de cette jeune fille de 9 ans qui revenait du Marigot lorsqu'elle fut agressée par un jeune homme qui l'a violée dans une maison inachevée avant de s'enfuir. Le cas de cette fille de 9 ans qui a été violée dans la commune d'Oratoma, le cas dramatique à Télémélé, où la victime avait succombé après un viol douloureux et violent. Et c'est le cas de ces jeunes filles à Koya, qui ont été lâchement violées. Aujourd'hui, de nombreuses victimes ou parents de victimes de viol ou de violation s'orientent vers les ONG pour être assistés. Dans sa récente tournée, le ministre des Droits de l'Homme a rencontré certains qui disent être confrontés à des tracasseries administratives dans leur quête de justice et peinent à mener à bout les procédures judiciaires. Ils ont voulu garder l'anonymat. Khalifa Gassama Diaby leur a exprimé sa solidarité. La question de viol
Vous avez vu, on a rencontré 3-4 cas de viol de petites filles de 6 ans, de 8 ans et de 9 ans. Et sur ces questions-là, il faut une véritable politique publique pénale pour permettre, bien sûr, d'abord de lutter contre les viols, mais lorsqu'il y en a, de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de viols et les sanctionner conformément à la loi. L'une des préoccupations du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques reste aussi la situation qui caractérise le milieu carcéral dans notre pays. Le système vieillissant et surtout le manque d'infrastructures occasionnent souvent une surpopulation, d'où les suggestions d'amélioration des conditions de détention pour être conformes aux standards minimums internationaux de traitement des personnes détenues. Apparemment, ce n'est pas qu'une opération feu de paille. Elle a décidé de s'inscrire dans la durée. L'unité antidrogue reprend du service avec la saisie de produits alimentaires impropres à la consommation. Les trafiquants ont été interpellés conformément au protocole d'accord passé avec le ministère du Commerce. Tawel Kamara, Malik Dinassouma. Ce lot de produits alimentaires est fabriqué par ces 3 présumés trafiquants. Difficile de distinguer le vrai du faux sur le marché. Une fois fabriqués, ces faux produits sont stockés dans des bouteilles recyclées pour être vendus aux pauvres consommateurs. Ça, tout le monde consomme tous les jours. Je dis ça que le commissaire vient de faire allusion. Les dingans qu'on vient de donner, les pâtisseries qu'on vient de faire allusion, tout ça là, c'est des consommations, c'est des trucs qui se consomment tous les jours. Parce qu'en Guinée, surtout à Conakry, tous les jours que Dieu fait, il y a une cérémonie. Pour lutter contre le trafic illicite des produits alimentaires, le ministère du Commerce et la Direction des services spéciaux antidrogue et du crime organisé ont signé un protocole d'accord. Il s'agit de travailler en synergie d'action en vue d'assainir le marché public. C'est un début de satisfaction de ce partenariat, on pourrait dire gagnant. Gagnant sur les mauvais Guinéens, les mauvais citoyens, à la recherche de la richesse illicite, met en danger nos concitoyens, fait en sorte qu'il y ait plus de malades, plus d'hommes invalides qui ne peuvent plus produire ou bien même qui sont conduits au tombeau. Au cours de cette vaste campagne de lutte contre les faux produits, les agents de l'Office central antidrogue ont saisi plus de 300 kg de cannabis à Dapompa, dans une maison en chantier. Le prix FECPA a été attribué hier à Conakry. L'événement est le couronnement de 2 semaines d'activisme contre les violences à l'égard des femmes. Une initiative du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, désormais connu pour ses actions en faveur de l'émancipation des femmes. Plusieurs personnalités ont pris part à ce rendez-vous. Habib Thiam. Cette cérémonie marque la fin des 16 jours d'activisme du centre FECPA contre les violences faites aux femmes. Dans une vidéo sommaire, les hommages sont rendus à certaines femmes, symboles de l'émancipation de la couche féminine en Guinée. Acquises à leur cause, plusieurs personnalités et ONG ont également eu droit à des témoignages de reconnaissance. Et je le dédie à ma mère de 87 ans qui me soutient, malgré son âge, mais surtout je dédie le prix au gouvernement guinéen et au président de la République, le professeur Alpha Condé. Il a dit lui-même qu'il fallait mettre fin aux mutilations génitales féminines et au mariage d'enfants. Une soirée orange qui retient au milieu de la nuit de hauts fonctionnaires guinéens et étrangers. Preuve de la solidarité qui fonde les actions de leurs institutions respectives. L'ambassade des États-Unis a depuis tout le temps se battu pour le droit de l'homme ici en Guinée, surtout en Guinée ici. Et je peux dire que la Guinée aussi a mis des exemplaires aussi au monde, surtout aux États-Unis. C'est un réel plaisir pour moi de prendre part à cette activité et comprendre que sur le terrain, il y a des personnes engagées aussi, il y a des femmes déterminées pour accompagner l'engagement du président de la République qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes. L'événement signe ainsi la première édition du prix FECPA pour la reconnaissance du mérite. C'est des sentiments de joie et de grande fierté de savoir que des personnes se sont engagées pour la lutte des droits des femmes, la promotion des femmes et la participation des femmes.
En si peu de temps, le centre FECPA a pu se hisser au rang des ONG réputées dans le combat pour l'émancipation des femmes. Mais le pari est loin d'être gagné. Le FECPA a également remis un satisfecit à la radio-télévision guinéenne pour l'ensemble de ses œuvres, pour l'ensemble de son implication dans la couverture médiatique. La préservation de la paix au centre d'une rencontre des antennes de la coordination Mandingue à Conakry. Ces sages, outre la lecture du Saint-Coran, ont aussi débattu des voies et moyens pour la promotion de la paix et le développement en Guinée. Ansoumane Toumani Camara. La coordination Mandinga fait appel à ces antennes des 33 préfectures du pays pour toujours œuvrer en faveur de la promotion d'une Guinée prospère dans sa diversité sociopolitique. Nous sommes venus pour prier pour le pays. Le Guinéen doit cultiver la paix. Il ne faudrait pas que la politique nous divise. La religion au service de la paix. Les sages du Mandingue ont dans ce sens imploré la grâce d'Allah afin d'éloigner la Guinée des grandes peurs du moment à l'interne et à l'externe. Avec cette rencontre, chaque antenne a pu faire la situation sociopolitique dans sa localité et des propositions concrètes pour l'entente entre nous les Guinéens. Le sage du Manding a instruit ses antennes dans le pays profond de demeurer des gardiens de la quiétude sociale et de se départir des tentations politiques et sectaires. On a été plus lent que prévu, mais c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.